ceux qui ne connaissent pas bien, on est un média sur le travail qui aide les candidats et les recruteurs à s'orienter dans la jungle de l'emploi à travers différents contenus, donc des articles, des magazines, des sites internet et des événements comme ce soir. Donc l'événement d'aujourd'hui s'appelle le Shaker et l'objectif c'est de vous proposer un point de vue RH une fois par mois. On espère de vous inspirer et de tenter à répondre à des problématiques concrètes que vous rencontrez tout en parlant de manière transparente. Donc ce soir on a décidé de parler de la RSE ou la responsabilité sociétale des entreprises. Chez Welcome to Jungle on considère que c'est un vrai sujet de boîte et qui mérite d'être traité avec attention. Et on voulait également souligner à travers cette conférence que la RSE ça ne se résume pas simplement à être green au bureau, mais que ça touche d'autres aspects comme les conditions de travail de ses collaborateurs ou encore le respect de ses partenaires. Donc on espère vous donner des billes pour que vous puissiez vous aussi implémenter de vrais plans d'action dans vos entreprises. On va aborder toutes ces questions avec Aurélia Cochetet, qui est Sense Activist chez Pixelis, une agence de communication indépendante qui emploie 80 personnes maintenant, si je ne me trompe pas. Et Aurélia, il travaille depuis plus de 10 ans et pilote aujourd'hui le sujet RSE. Et Cyril Masson, qui est directeur RH et RSE chez Marcel, donc c'est une plateforme de réservation de VTC et un acteur engagé de la mobilité. Donc la start-up Marcel a été lancée en 2013, elle appartient aujourd'hui au groupe Renault et compte plus de 60 collaborateurs. Désolée pour cette longue introduction, Aurélia, je démarre avec toi. Peut-être sans rentrer dans le détail de toutes les actions que vous allez mener, parce qu'on va y revenir après, est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui la RSE, ça rime avec quoi chez Pixelis ? Ça rime avec performance, puisqu'en fait c'est le fruit d'un parcours de 10 ans maintenant. Et l'aboutissement, en tout cas là où on en est à date, c'est d'avoir réussi à intégrer cette RSE dans le cœur de notre business model et dans notre offre. Et tout ça avec l'aide des collaborateurs, puisque étant une entreprise de service, c'est vraiment eux qui créent la richesse, la transformation, s'ils le souhaitent ou pas. Donc voilà, RSE rime avec performance pour nous. Cyril, c'est quoi les grands combats chez Marcel Nouvelle-Manicel ? Alors, on a trois grands combats chez Marcel, désolé pour la voix. La première, c'est ce qui nous a permis de rentrer sur le marché à un moment où le marché était dominé par des acteurs ultra dominants qui en fait pressaient un petit peu les parties prenantes que sont nos chauffeurs aujourd'hui, nos partenaires pour travailler. Donc un des premiers combats qu'on a mené, c'est comment faire en sorte pour faire que le modèle soit profitable à tous, et notamment aux chauffeurs. Le deuxième, c'est évidemment notre impact environnemental. On est dans le sujet du transport qui a un fort impact environnemental, et on a voulu très rapidement limiter cet impact. Et le troisième, c'est la vie des collaborateurs, l'épanouissement des collaborateurs, et comment on les engage dans notre projet. Donc votre positionnement, il est clairement différent par rapport aux autres solutions de VTC qu'on connaît. Quand tu parlais des chauffeurs tout à l'heure, c'est concrètement, ça se traduit par quoi ? Alors, les chauffeurs, c'est vraiment l'axe sur lequel on est rentré. Quand on est arrivé, encore une fois, on commençait à constater un début de précarisation du métier de chauffeur VTC, on en entend beaucoup parler. Et puis, nos fondateurs, les fondateurs de Marcel, se sont dit, nous, on ne veut pas écraser le marché et puis presser des ressources. Et donc, on a tout de suite mis en place une cellule d'accompagnement, de recrutement, de mise en place de partenariats, c'est la première chose. On a aussi pris ce qu'on appelle des frais de service ou des commissions beaucoup plus basses que nos concurrents pour qu'à tarif équivalent, nos chauffeurs gagnent mieux leur vie. Ce qui permet en fait d'avoir des gens un peu plus épanouis dans ce qu'ils font au quotidien, de délivrer une meilleure qualité de service. Et donc c'est un cercle relativement vertueux pour le fonctionnement de notre activité. Et la dernière chose importante qu'on a faite, c'est de viser toujours l'amélioration de leur modèle économique. On a été aussi les premiers à créer des groupes de travail régulièrement avec les représentants des chauffeurs, des syndicats, pour échanger à peu près tous les trimestres et dire bah, voilà, moi mon métier, voilà les difficultés que je rencontre au quotidien. Ça peut être sur l'essence, ça peut être sur comment vous me déconnectez de la plateforme ou pas. Et on essaye de trouver, je dirais, un terrain d'entente qui nous fasse progresser ensemble en tant qu'acteurs du service de notre côté et eux en tant que chauffeurs pour qu'on collabore mieux ensemble. Donc vous êtes rentré par ce biais-là et après petit à petit... C'est comme ça qu'on est rentré sur le marché, c'est ça qui est intéressant dans notre modèle, c'est que aujourd'hui on appelle ça de la RSE, parce que oui c'est un aspect sociétal important compte tenu de notre activité, c'est-à-dire faire en sorte que quand on a une chaîne d'économie collaborative ou de plateformisation, on va dire ça, aujourd'hui on appelle ça la marcellisation et en opposition, vous le savez, à l'autre terme,
pour faire en sorte qu'en fait, toutes les parties prenantes doivent s'y retrouver dans le modèle, sans quoi il n'y a pas de pérennité en fait, du modèle. Donc, pour nous, c'était important que toutes les parties prenantes s'y retrouvent. Et c'est comme ça qu'on est rentré sur le marché, mais c'était une volonté des fondateurs. Aujourd'hui, c'est un vrai projet RSE, mais au démarrage, c'était juste du bon sens pour dire, bah, tiens, si on convainc les chauffeurs, si on les fidélise, on aura un meilleur service et on va se démarquer. Aurélia, chez Pixelis, la RSE, c'était pas forcément au cœur de votre activité dès le début. Vous avez décidé d'opérer un peu un virage et d'intégrer tous ces sujets-là au cœur de votre business. Pourquoi ? En fait, ça n'a pas été conscientisé, on ne l'a pas décidé, ça a été le fruit d'initiatives au début personnelles, de gens qui avaient des valeurs, effectivement, notamment moi qui suis arrivée, et, de par ma trajectoire, j'avais fait un master en développement durable, ça me paraissait incontournable et vital pour moi au quotidien de travailler dans une entreprise qui faisait des trucs. Donc les premiers trucs qu'on a mis en place de manière très symbolique, c'est le tri du papier, un bilan carbone. Et puis au fur et à mesure, on s'est pris au jeu. Moi, j'ai voulu adresser ce sujet à la direction à l'époque, parce qu'il y en avait encore une. Et ensuite, on s'est doté au fur et à mesure d'une vraie stratégie RSE qu'on a entourée de labels, le label Lucie, qui en fait traduit ISO 26000, mais sur des modèles PME, donc qui le vulgarise, qui nous aide à nous approprier tous ces sujets un peu barbares parfois, qui nous pousse aussi un peu à formaliser en fait tout ce qu'on fait au quotidien. Et puis au fur et à mesure, en fait, on a poussé encore plus l'ambition jusqu'à, comme je vous le disais, intégrer la RSE à notre offre. Et ça s'est concrétisé via l'accès au label Bicorp, qui reste quelque chose de très inspirant, très exigeant, qui nous donne accès à une communauté internationale. Donc en fait, à chaque fois, on y va un peu à l'intuition, c'est un mot fort chez nous, l'intuition, des initiatives individuelles, et puis par contre, on essaie d'acter des étapes, avec de la labellisation, avec une mesure d'impact, avec un outil qui vient un peu quantifier ce qu'on a bricolé au début, quoi. Et si on repart sur les premiers pas que vous avez faits sur les sujets RSE, donc c'est aussi toi qui as porté le sujet chez Pixelis, comment vous avez fait pour convaincre aussi les équipes dirigeantes à prendre part à ce projet et à mettre des moyens là-dedans ? Je pense qu'il y avait un terreau qui était complètement favorable, avec des oreilles qui étaient bien à l'écoute sur ces sujets-là. Donc en fait, c'est souvent une question de valeur, de sens ou de bon sens. Donc avec l'écoute de mon président Edouard Provenzani, qui a vraiment été super moteur, c'est pas nouveau, on sait très bien que pour mettre en place une stratégie RSE digne de ce nom dans une boîte, il faut vraiment que le dirigeant il soit là pour laisser la liberté aux gens de le faire, les supporter sur le temps passé, sur pourquoi pas les coûts aussi souvent qui sont associés à ce genre de stratégie. Et puis aussi ce qui sonne pas mal dans l'oreille des managers et de la direction, c'est le business. Et donc on est allé chercher des projets de communication responsable. Alors à l'époque c'était mettre en scène tout le discours RSE d'un grand groupe du tourisme sur leur site internet, dans leur offre catalogue. Et puis ça c'est un projet, donc tout de suite ça vient nourrir le chiffre d'affaires et c'est aussi un gros levier de conviction en interne. Que ça soit parlant au niveau des chiffres aussi et, voilà. Et du business, quoi. Mais donc, à ton sens, c'est pas possible d'implémenter une stratégie RSE dans n'importe quelle boîte, parce qu'il faut effectivement avoir une équipe dirigeante, des fondateurs qui soient sensibles à ces sujets-là, quoi. Je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est comme toutes les problématiques de transformation, il faut prendre en compte toute la culture de l'entreprise. C'est vrai que normalement, c'est quand même un prérequis que les leaders soient sensibles à ces sujets. Après, il peut y avoir d'autres boîtes où il y a une grosse mobilisation de la base qui peut peut-être pousser et au fur et à mesure faire un peu le contre-pouvoir et venir hacker, encercler le COMEX. Je pense qu'il n'y a pas une bonne solution en fait. Il faut vraiment être conscient de la culture de l'entreprise et puis construire là-dessus. Il n'y a vraiment pas de recette magique. Cyril, comment vous avez fait pour structurer un peu votre stratégie RSE et est-ce que vous vous êtes fait accompagner sur ces sujets-là? Comment vous avez un peu... Alors oui, donc en effet au début les initiatives RSE ce sont des initiatives on va dire de fonctionnement comme le partenariat avec nos chauffeurs. Très rapidement on a été aussi s'intéresser à notre impact environnemental et la compensation carbone. Et puis il y a un moment où on se dit tout ça ce sont des initiatives qui sont menées sans beaucoup de cohérence.
Si on veut appliquer les choses et aller au fond du débat et vraiment aller au fond de nos convictions, il va falloir qu'on structure les choses, qu'on se mette un plan d'action avec des thématiques, avec des objectifs SMART aussi, ça fait partie des enjeux. Et pour ce faire, en fait, on s'est inscrit dans un programme d'accompagnement de BPI France qui propose justement d'aider les PME à structurer leur démarche. Cet accompagnement se fait en partenariat avec le cabinet Greenflex, qui est un cabinet à la base qui est spécialiste de l'optimisation énergétique, mais qui s'est aussi diversifié dans l'accompagnement et les structurations des politiques RSE. Et donc on a suivi un programme pendant plusieurs mois qui nous donne tout simplement des bonnes pratiques sur les différents angles. C'est pour ça, parce que RSE, on pense souvent écologie, environnement, mais en réalité il y a d'autres approches. Il y a l'aspect sociétal qui est important, il y a l'aspect collaborateur, qualité de vie au travail. Et donc avec Greenflex, on a construit un plan d'action sur ce qui nous paraissait important sur nos différents piliers, donc la partie environnementale et l'impact carbone, la partie sociale avec nos parties prenantes, et la partie collaborateur et épanouissement des collaborateurs. On a fait un plan sur 18 mois, avec des actions concrètes, avec des mesures de ces actions et une revue régulière de ces actions. Et du coup, vous avez construit ces actions par rapport aux valeurs de ce qu'était Martial, ou est-ce que les deux sont un peu alimentés et en fonction de ce plan, vous êtes aussi... Non, c'est venu naturellement parce que forcément, les trois piliers qui sont aujourd'hui nos trois piliers d'action RSE sont en fait issus des valeurs des fondations de la société. On est rentré d'abord par la partie chauffeur, comme je vous l'ai expliqué. La partie environnementale, en fait, l'un des deux fondateurs est un ancien d'EDF, et en fait, quand moi j'ai rencontré ces deux fondateurs, que sont Bertrand et Benoît, il y avait déjà un projet de mobilité électrique, et donc de dire, ok, on va faire du transport, mais avec un impact environnemental neutre, ou le plus réduit possible. Et après, l'aspect collaborateur, je dirais que c'est quasiment le plus facile. C'est que quand généralement on crée une société, on a envie de s'entourer de gens qui sont bien, on a envie d'être heureux au travail avec eux, et on a envie de faire qu'ils s'épanouissent. Donc ça vient assez naturellement, mais là encore, il y a quand même des outils à mettre en place, et c'est pour ça que la structuration est intéressante, parce qu'elle permet un peu de systématiser la mise en place d'outils pour s'assurer que tout ça, c'est pas que des beaux discours, mais qu'il y a des actions concrètes qui suivent. Et qu'il y a une cohérence avec toutes ces actions, c'est pas des petites choses isolées. Exactement. Et vous, Aurélia, vous êtes aussi fait accompagner sur la démarche RSE ? Oui, de manière, j'allais dire, assez scolaire au début, mais de manière aussi très performante avec le cabinet des enjeux et des hommes, en fait, qui en plus est sur le double volet formation, change management et stratégie RSE. Donc on a commencé par de la formation, sensibilisation, et puis à partir du moment où on avait en tête les bons réflexes, on s'est approprié le sujet et on l'a appliqué à notre entreprise. En fait, en t'écoutant, ce que je me disais aussi, ce qui a été intéressant et finalement le plus excitant chez Pixelis, c'est que oui, on est passé par la case process, formaliser les choses, et c'est primordial, c'est fondamental, il faut passer par ça, autrement ça n'existe pas, quoi. Ça reste des choses un peu en l'air. Mais finalement, de tout seul porter un tel sujet et d'arriver à structurer toute ta boîte autour de ça. Ouais, tout à fait. Mais finalement, ce qui a donné vraiment la puissance à cette démarche et qui a fait que c'est devenu partie de notre culture et de notre offre et de notre valeur ajoutée, c'est finalement un peu un courant inverse, c'est qu'on a désorganisé la boîte, on l'a ouverte, on l'a désilotée, on a enlevé la hiérarchie, etc. Et pour vraiment laisser à chacun la liberté d'initiative, l'autonomie, pour que chacun vienne apporter sa pierre à l'édifice en fonction de ses sensibilités, de son métier, de ses envies, des opportunités qui l'entouraient. Donc j'ai des petits chiffres. Mais on est sur... on a bien fait ses devoirs. Non, mais c'est... Voilà, l'épreuve quand même. Donc, on est 80 personnes, et en fait, quand je dis qu'on est passé par de la mise en autonomie, tous les collaborateurs sont libres d'aller faire de la veille, s'entourer d'un réseau de partenaires qui pourraient demain nous aider à être plus performants sur faire émerger des solutions pour nos clients qui sont les marques. Et donc ça, en fait, ça revient à 4% du chiffre d'affaires qui est investi, c'est 400 000 € en heure, en équivalent heure, qui sont en fait répartis auprès de tous les collaborateurs qui souhaitent participer à des conférences, ouvrir l'écosystème, etc.
Donc voilà, il y a une dynamique de on formalise, on crée des preuves, on a des axes d'action, des objectifs, des KPIs, des trucs comme ça. Et de l'autre côté, c'est on ouvre les portes tous azimuts pour essayer d'aller sur l'innovation, quoi. Donc c'est vraiment de générer un maximum d'opportunités. Et finalement, moi j'ai trouvé que c'était ça le plus passionnant, parce qu'en plus on a des gens qui se révèlent en interne qu'on n'aurait pas a priori sur le tableau Excel identifié comme étant un leader de l'empreinte carbone, et finalement c'est eux qui sont les plus performants. Donc c'était très intéressant que le changement vienne d'eux et qu'il ne soit pas imposé via un plan de transformation pensé comme ça ex nihilo sans eux, quoi. J'ai oublié de te poser une question, vous étiez combien à l'époque de cette structuration autour de la RSE? En fait, quand je suis arrivée il y a 10 ans, on était 50, on est monté jusque 110, 120, et de par le repositionnement de l'agence, c'est le côté entreprise libérée dont je parle du coup, mais on n'aime pas trop avoir utilisé ce mot à la mode, mais ça a fait aussi fuir quelques personnes en fait, parce que ils avaient plus leur autorité. Ça ne convient pas à tout le monde. Voilà, leur autorité de fait, etc. Donc maintenant on est à 80, donc je sais pas te dire exactement à combien on était, mais on était entre 50 et 120 quoi. Chez Marcel, vous avez créé un comité RSE assez tôt dans l'histoire de la boîte. C'était quoi son rôle et qui faisait partie de ce comité? Qui en fait partie d'ailleurs? Oui, alors ça notamment c'est une idée qui a émergé de nos travaux avec Greenflex. L'idée étant que, certes, la société est drivée par une volonté d'avoir des impacts forts, mais ce qu'on ne voulait pas, c'est que ça reste un sujet de direction qui soit finalement imposé aux collaborateurs, alors que, pour autant, nos actions importantes, qui sont aujourd'hui la mobilité électrique, la justesse et la justice avec nos chauffeurs, etc., ne soient pas, je dirais, pris en charge aussi par les collaborateurs qui ont témoigné très tôt une volonté de s'impliquer. Donc on a créé un comité RSE qui consiste en quoi? Qui consiste à avoir en fait un représentant par département, c'est une base de volontariat. Ça se fait sur le temps de travail des collaborateurs, c'est un comité qui se réunit environ une fois par mois et qui permet aux collaborateurs de se saisir d'un sujet qui correspond à nos axes environnementaux, sociaux ou qualité de vie au travail. De dire, écoutez, ça je pense que ça peut avoir un impact positif, j'aimerais le prendre en main et je vais mener le projet de bout en bout. Et donc, ils prennent ces sujets en main. Quand il s'agit de contacter des prestataires, ils le font eux-mêmes. Ensuite, ils défendent une sorte de business case et on leur permet de mettre en place, par exemple, le tri sélectif, c'est quelque chose qui a émergé avec le petit plus, le remplacement des gobelets en plastique, par exemple, par d'autres solutions, la création d'une charte éco-geste, le soutien associatif. On a récemment créé le mois du bénévolat chez Marcel, où plusieurs collaborateurs, quasiment la moitié des effectifs, ont participé et soutenu l'association Jacques 7, qui aide les personnes en mobilité réduite à mieux accéder aux lieux publics. Et la société Emmaüs aussi, l'association Emmaüs pour le Noël des enfants. Donc c'est des choses qui sont prises en main par les collaborateurs et qu'on les laisse faire en fait, pour juste que ça soit pas juste une décision de société, quoi. Et tout le monde du coup pouvait faire partie du comité RSE, enfin je veux dire chaque personne volontaire pouvait... Toute personne volontaire est la bienvenue. En plus, vu qu'on a une croissance extrêmement importante, puisqu'on est quand même passé de 30 à 65 collaborateurs cette année, les nouveaux venus viennent et dire tiens, moi j'aimerais bien mettre ça en place. Je sais qu'on vient de recruter récemment une jeune fille qui a fait 10 ans de planche à voile et qui est très à haut niveau et qui est très évidemment pour la protection de l'environnement, les océans et autres, et évidemment ils sont tout de suite volontaires. Et ça permet de réalimenter un petit peu aussi la machine et d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles contributions. Voilà. Et puis après il y a des collaborateurs qui sont aussi embarqués par leur quotidien, et du coup qui n'ont pas la possibilité. Nous on n'est pas là pour juger, on est là juste pour prendre les bonnes volontés et puis continuer d'agir. Sur le côté implication des collaborateurs, ça a été un vrai sujet aussi chez vous au moment de lancer toute cette réflexion. Comment tu as fait pour les embarquer sur ces sujets-là et que ça devienne assez central en fait, dans l'entreprise? Ouais, c'était un challenge. On a plus de la moitié de nos collaborateurs qui sont des designers, qui faisaient du packaging, de la com,
comme d'hab, quoi. Et donc je me souviens, la phrase que je cite à chaque fois, c'est un collaborateur qui m'avait dit moi je sais pas lire, donc est-ce que je fonctionne qu'en histoire, qu'en image, etc. Donc moi j'étais avec mes trucs de ISO 26000 et RSE, c'était compliqué. Et donc, du coup, on est allé sur le côté jeu et humour. Et en fait, il se trouve que ça nous a fait même des premières références qu'on a pu ensuite aller pousser vers nos clients en disant, en com interne, si tu veux, on sait ce que c'est que de sensibiliser à la RSE. Ça nous aide au cas d'école. On a bien pour fonctionner comme ça. Et donc là, en fait, en interne, ce qu'on a mis en place, c'était donc, sur papier, c'est de la formation. Je réunissais les équipes et une quinzaine de personnes qu'on divisait en deux. Et à chaque fois, l'intro, c'était, en fait, vous croyez que vous connaissez rien en RSE, mais c'est tellement dans notre quotidien que je vais vous poser des questions et vous allez voir, vous allez connaître la majorité des réponses. Les gens se prennent au jeu, etc. Et puis il y avait un petit reward que l'équipe pouvait avoir, c'était soit un après-midi de street art ou un cours de cuisine. Et donc du coup, par le jeu, ça marche plutôt bien de former, d'embarquer, de sensibiliser sur des sujets assez techniques au final. Chez vous, ça a été plus facile du coup parce que de cet ADN, j'imagine que vous aviez peut-être plus de collaborateurs qui avaient une appétence en tout cas pour ces sujets-là. Alors oui, ça a été assez facile. Généralement, quand on a ça, je dirais un peu au démarrage, finalement, on attire des collaborateurs qui veulent faire sens dans leur quotidien. Donc c'est vrai que moi qui ai aussi cette casquette de DRH, aujourd'hui, les gens qui viennent nous voir chez Marcel, ils viennent aussi nous voir pour ça. Parce que c'est important pour eux de dire moi, la boîte dans laquelle je bosse, je veux que ça ait un impact positif. Je suis assez fier d'en parler autour de moi et c'est assez fédérateur en termes de recrutement et en termes de fidélisation de collaborateurs. Pour parler des actions concrètement, donc du coup, si je récapitule, chez Marcel, la RSE, ça a d'abord été un sujet un peu externe de par les chauffeurs, donc qui était votre business model, avant de devenir une préoccupation en interne. Et chez Pixelis, c'est un peu le contraire, c'est que vous avez commencé à vous appliquer à vous-même ce que vous vouliez aussi proposer à vos clients. C'est quoi les premières actions que vous avez menées auprès des équipes et, qui ont impacté le quotidien en fait? Vous parliez de recyclage, il y a peut-être d'autres choses aussi? Non, ça vraiment sur la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, là pour le coup, c'était, on en faisait sans avoir mis le doigt dessus, quoi. Mais c'était on est avec une population créative, donc pour avoir des idées, être créatif, il faut plutôt se sentir bien. Enfin, il y en a qui ont besoin de souffrir aussi pour avoir des idées. Mais donc là, on était plutôt en train d'essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et donc, du coup, historiquement, il y avait une liberté d'organisation, en fait, sur le temps de travail. Pas d'horaire, pas de pointeuse. Une confiance sur le suivi des projets sans que ce soit 8 heures par jour. Une rémunération, alors là, j'ai pas le chiffre, mais qui est clairement au-dessus de la moyenne du marché. Les heures sup qui sont rémunérées, là j'ai le chiffre, c'est 200 000 € par an, même pour les cadres, ce qui est dans notre secteur de la com complètement ovniesque. Donc chaque heure sup est rémunérée chez vous? Oui, même pour les cadres. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, tout ça c'était déjà fait, mais c'est là où on a le côté formalisation. On l'a formalisé. Ce qu'on a rajouté, d'ailleurs c'est intéressant parce que vous n'avez pas la même approche, mais elle est intéressante aussi. C'était le côté mesure de la satisfaction et du bien-être. Donc nous, on est parti sur un rythme annuel où on pose des questions de manière anonyme aux collaborateurs avec la Fabrique Spinoza qui est à fond sur le bonheur au travail. Et puis ça nous permet d'identifier nos points forts, nos points faibles, d'avoir un suivi de la note. Donc là, on a 7,3 sur 10, c'est à peu près la même chose depuis plusieurs années. Et donc nous, nos deux axes de travail, puisqu'on est loin d'être parfait, c'est la reconnaissance, bizarrement, au travail, et l'organisation, parce qu'il y a beaucoup de choses... Trop désorganisé, du coup? Ouais. Le last minute des clients aussi, etc. Fait que ça amène quand même pas mal de stress. C'est toujours un sujet entre satisfaire le client, mais aussi faire en sorte qu'on se sente bien et confortable, quoi. Mais du coup, votre outil est pas mal aussi. Ah oui. Nous, on a mis en place un outil qui n'est pas à nous d'ailleurs, qui s'appelle Our Company. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une application qui permet de manière anonyme en fait, de recueillir sous forme de questions aléatoires le ressenti des collaborateurs sur différentes thématiques. Ça peut être le temps de travail, par exemple, c'est un vrai sujet en start-up, parce que en effet, il y a tout de suite une grosse implication des gens de travailler, et du coup, ça peut amener de la surcharge de travail, sur le rapport au management, sur est-ce que les dirigeants
incarnent les valeurs qu'ils défendent, des choses comme ça. Donc on a cet outil où c'est une application où les collaborateurs peuvent faire part de leur ressenti. Et évidemment, c'est un sujet qui est suivi attentivement, puisqu'à chaque CODIR, en fait, on fait tous les mois, on fait un suivi de, entre guillemets, la courbe de bien-être au travail. Et on regarde un peu dans le détail par thématique. Et du coup, il y a des plans d'action qui sont réalisés auprès des managers pour faire attention à certains sujets qui pourraient... et c'est quand même un outil de pilotage de nos actions. Je donne un exemple. En mars, en février dernier, on avait vraiment une petite chute de courbe. Et on s'est rendu compte par différentes questions, c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment communiqué sur notre stratégie d'entreprise, sur nos objectifs, et que les gens étaient un peu perdus, genre mais qu'est-ce qu'on va me donner à faire cette année, etc. Et on a fait ce travail de faire une vraie grosse présentation, une grosse restitution des axes stratégiques du CODIR, et la courbe est remontée. Donc c'est un vrai axe de pilotage, parce que qualité de vie au travail, je dirais, c'est un peu la chose facile. Évidemment que tout le monde a envie que ses collaborateurs se sentent bien, évidemment que c'est sympa d'avoir les paniers de fruits tous les mercredis, mais c'est pas ça qui va fondamentalement changer la vie des gens. Ce qui va fondamentalement changer la vie des gens, c'est pourquoi ils font leur travail, est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'ils savent sur quoi ils sont évalués, quand est-ce qu'ils vont se dire bah là je fais du bon travail ou pas. Et c'est ça fondamentalement qui les fait se lever le matin, pardon. Et ce matin aussi, j'espère. Et donc c'est important de mesurer ça. Et le fait que ça soit anonyme, c'est intéressant, parce qu'ils peuvent se lâcher en fait, dans l'absolu. Et encore une fois, on met beaucoup d'attention, on est très bienveillant, et on peut se manquer sur certaines choses. Et du coup, avoir un peu une analyse des signaux faibles, c'est quand même intéressant pour bien suivre ça. Je reviens juste sur les basiques parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Tu parlais tout à l'heure de bilan carbone, de compensation carbone. Comment en fait toutes ces choses-là, comment ça se passe pour quelqu'un qui ne connaît rien? Alors on se fait aider. Il y a des organismes, des sociétés qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle établir un bilan carbone. Établir un bilan carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire, via des outils de mesure, estimer les émissions de CO2 qui sont réalisées par son activité. C'est facile quand on fait du transport, parce qu'on a des véhicules. Les véhicules émettent du CO2, on en a X nombre. Nous, il se trouve qu'on a des outils logiciels qui mesurent très exactement le kilométrage de chaque gamme de véhicules, et que le gros de notre impact environnemental, il est fait par notre flotte de véhicules. Donc on a une société qui s'appelle EcoAct, qui a fait ce bilan carbone, et ensuite, ça donne ce qu'on appelle la tonne équivalent carbone. Des protocoles internationaux ont défini un coût à la tonne, en fait, qui permet en fait aux pays du Nord d'aider les pays du Sud à financer la production d'énergie propre. Et donc, on donne, nous, Marcel, à un organisme tiers certifié, le coût de ces émissions carbone, qui, eux, le réinvestissent dans des projets d'énergie propre. Aujourd'hui, donc, on finance des projets d'énergie éolienne en Inde. Alors, c'est lointain parce qu'il n'y a pas de projet carbone certifiés locaux, malheureusement. C'est en train de changer. Il y a des nouveaux standards qui sont en train d'émerger, parce qu'il y a des sociétés françaises qui se disent que ça serait bien qu'on puisse compenser localement, parce qu'il y a aussi des sujets locaux quand même. Mais donc, pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais c'est vrai que c'est toujours un peu rébarbatif. Puis surtout, ce qui est triste dans la compensation volontaire carbone, c'est qu'on assimile ça à un droit à polluer. Mais c'est pas vrai, parce que déjà, c'est mieux que de rien faire. C'est la première chose. Le côté neutre, en fait, à la fin. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que vu que notre activité croît énormément, on parle de chiffres en centaines de pourcents de croissance, on n'a pas envie de continuer à payer indéfiniment ces crédits carbone. Donc, une fois qu'on a mesuré, c'est-à-dire qu'on a fait le bilan carbone, une fois qu'on compense, l'enjeu, c'est de réduire son impact. Et donc, c'est là où on déploie des mesures pour réduire l'impact carbone. Et comment tu fais pour réduire quand tu es un acteur de la mobilité? Alors, la chose la plus marquante que l'on fait chez Marcel, évidemment, c'est on était la première société de VTC à déployer une vraie offre de mobilité 100% électrique. Évidemment, notre appartenance aujourd'hui au groupe Renault nous aide dans ce domaine, puisqu'on a une offre packagée pour les chauffeurs où on loue des véhicules 100% électriques, ce sont des Renault Zoé. On les loue aux chauffeurs, alors c'est un double impact, non seulement c'est un impact environnemental, parce que c'est des véhicules qui émettent zéro émission de CO2. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, une berline classique pour un chauffeur VTC avec essence et assurance, c'est 2 000 € par mois. Nous, on propose un pack à 800 € par mois.
Donc le modèle économique du chauffeur est aussi amélioré, donc il s'y retrouve mieux, on peut faire des prix moins chers, donc c'est vraiment cycliquement intéressant. Voilà. Donc notre vrai impact carbone et la vraie manière dont on le réduit aujourd'hui, c'est de devenir un acteur de la mobilité électrique. Voilà. Et en dehors de ça, sur nos impacts, je dirais, sédentaires, c'est-à-dire nos bureaux, etc., ben, c'est beaucoup les actions du comité RSE qui sont aussi mesurées et qui permettent de réduire notre impact, mais il est marginal par rapport à la totalité de nos émissions de flotte. Aurélia, chez vous, comment vous réduisez vos impacts? Je crois que vous faites aussi la compensation. Ouais, nous, on a aussi 100% de nos émissions qui sont compensées. On bosse avec Pure Projet, la boîte de Tristan Lecomte, qui est aussi Bicorp. On essaie d'activer à fond le réseau. Et nous, c'est des arbres au Pérou. Je suis pas très fan, moi, de la compensation, mais tu l'as très bien décrite, et enfin, je te suis complètement. Mais enfin voilà, Pure Projet, ils ont aussi des super sujets. Et du coup, quand j'en parlais avec l'équipe ce soir, avec au fond, on s'est dit, enfin, il faudrait qu'on réactive. Ils font des choses avec du corail. Ils ont développé un savoir-faire où tu replantes du corail pour absorber des émissions carbone. Donc ça, je trouve ça un peu moins classique que les arbres, parce que les arbres, ça peut être discuté. Mais nous, notre enjeu, en fait, comme je disais, en tant que boîte de prestation de services, c'est vraiment d'aller créer plutôt un impact sociétal. Comme on bosse pour des marques et que c'est ces marques qui sont prescriptrices, en fait, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'elles viennent influencer de manière vertueuse le comportement du consommateur. Donc c'est là où vraiment on fait en sorte d'être super clean, effectivement, sur l'impact enviro, mais comme tu dis, c'est vraiment des trucs en propre chez nous, et donc finalement c'est un peu, en termes de priorité, c'est pas là où est le nœud pour nous, quoi. Et donc là, pour faire bouger ces marques, c'est un peu ce que je commençais à dire tout à l'heure, mais on s'entoure vraiment d'un écosystème d'experts. Je sais pas, je peux citer Utopie, qui est un cabinet assez connu de conseil en stratégie RSE, avec qui on va aller voir, je sais pas, c'est pas le cas, mais Carrefour, et on va lui dire, écoute, d'un point de vue marque et RSE, là il y a un truc à jouer, et on aurait très bien pu leur présenter Act for Good, leur grosse campagne, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui est quand même assez intéressante vu la masse avec laquelle ils interviennent en termes de visibilité et du coup d'influence. Donc vraiment, nous, à chaque fois, l'enjeu, c'est de venir s'entourer d'experts de la RSE pour hybrider nos métiers et pour venir vraiment proposer des solutions aux marques qui vont influencer de manière vertueuse leurs consommateurs, leurs collaborateurs, leurs parties prenantes. De qui vous vous êtes inspiré? Donc tu parlais des rencontres Bicorp, etc. Est-ce qu'il y a des marques qui vous ont inspiré dans votre démarche RSE? Des rencontres? Ouais, nous, c'est plutôt des rencontres. On aime bien faire les choses un peu à notre sauce, toujours dans le côté culture d'entreprise. Mais c'est un peu, voilà, c'est le côté écosystème. On est ouvert sur les gens qui nous entourent, qui nous entourent moins directement. On va les rencontrer et on essaie de trouver toutes les bonnes pratiques, les bonnes solutions, les bonnes idées qu'on pourrait implémenter chez nous. Et effectivement, Bicorp pour ça, qui en plus d'être un label, a cette communauté vraiment de gens d'entreprises très engagés. Et c'est un réseau très inspirant pour nous. Ouais. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi Bicorp? Parce que c'est international et parce qu'en plus d'être un label, c'est une communauté, et parce que, je ne sais plus avec qui j'en parlais tout à l'heure, mais ils ont un état d'esprit qui est vraiment pas dans la censure de la RSE chiante et complexe. C'est vraiment, c'est américain à la base, quoi, donc ils savent bien le raconter. C'est loin d'être que de la com, mais c'est important de savoir aussi raconter les choses pour embarquer un maximum de personnes. Et donc ils vont avoir des punchlines comme ça, comme Business as a force for good, ou alors on ne cherche pas à être les meilleurs de la Terre, mais pour la Terre. Donc il y a des choses comme ça peut être juste des phrases vides, mais en fait elles sont vraiment appuyées sur des actions très concrètes et des indicateurs derrière. Et du coup ça donne une puissance et ça donne envie en fait aussi aux collaborateurs de s'impliquer dans cette mission, dans cette ambition, quoi. Cyril, de ton côté, sur les inspirations? Moi, il y a une marque que j'aime beaucoup, c'est Patagonia. Sauf que j'ai eu, pendant mes études, un peu à étudier leur business model, et c'est relativement intéressant parce que je pense qu'on n'arrivera jamais à convaincre les entreprises d'aller vers la RSE si on ne montre pas qu'il y a un modèle économique viable et performant derrière. Et c'est une marque qui a vraiment réussi à démontrer qu'en s'engageant réellement pour le recyclage de ces matières, pour la manière même dont ils construisent leurs services autour du vêtement, par exemple, on gagnait des clients, on gagnait en productivité. Et donc, il faut démontrer que la RSE, déjà, c'est essentiel. Enfin, je veux dire,
aujourd'hui, c'est même pas... On appelle ça RSE, mais demain, j'ose espérer que ce sera juste des pratiques d'entreprise et de toutes les entreprises, et pas juste se dire, bah, tiens, il faut qu'on... Normalement, on ne devrait pas avoir à faire ce genre de soirée. Dans l'absolu, ça doit être juste un mode de fonctionnement. Mais demain, on arrivera à le faire que si on démontre qu'il n'y a pas un coût RSE, en fait. Mais il n'y a que du bénéfice. Il y a un budget quand même pour mettre en place des actions RSE. Encore une fois, un budget, il y a des budgets dans tout dans une entreprise. Il y a un budget RH, par exemple. Moi, quand je recrute un collaborateur, je n'ai pas vraiment l'impression de dire que le collaborateur a un coût. J'ai l'impression de dire qu'il va m'aider à réaliser les missions de l'entreprise et à faire progresser l'entreprise. L'investissement dans l'environnement, dans le bon rapport social qu'on a avec ses collaborateurs ou avec ses parties prenantes, c'est pas vraiment un coût en fait, c'est juste la manière dont on doit fonctionner pour que ça soit pérenne. D'ailleurs, on appelle ça développement durable, et pour le coup, c'est une vraie bonne appellation, c'est-à-dire que ça doit durer dans le temps, et c'est que comme ça que ça peut marcher. Et donc, ça doit passer par le fait que économiquement, c'est viable, voire plus intéressant que de faire le contraire. Et c'est ça que je trouve intéressant. Aurélia, tu commençais à l'aborder tout à l'heure, la communication, qui est une vraie chose importante là-dedans. Une fois que vous avez structuré ces actions, comment vous avez fait pour communiquer là-dessus en externe ? Il y a eu plusieurs choses, mais effectivement, en fait, c'est passé de manière assez symbolique par une nouvelle signature qu'on a même carrément intégrée à notre logo. Donc, c'est la promesse de Pixely, c'est Branding for Good. Donc, on est vraiment sur cette promesse que la marque peut faire partie de la solution et pas que de la société de surconsommation. Donc, vous avez changé de promesse. Voilà, exactement. Et toujours sur le côté preuve, et puis ça rebondit sur ce que tu disais, en fait, on n'a pas publié un rapport RSE, mais un rapport global qui fait un bilan de notre activité à la fois économique, environnementale et sociale. Et en plus, à chaque fois, tous les ans, on renouvelle le style, là aussi, pour faire un peu un cas d'école et montrer qu'un rapport d'activité, c'est pas obligatoirement chiant. Donc vous pourrez aller le voir, c'est un peu inattendu comme rapport. C'est accessible sur notre site. Et voilà, donc après, on a intégré aussi ça dans des publications de point de vue. On donne la parole à notre écosystème. On raconte tout ce qu'on fait en pro bono avec les différentes associations et startups. On a aussi une politique de mécénat. Donc là, l'année dernière, on a soutenu Singa pour qui on a refait toute la stratégie de branding, de logo, etc. Donc à chaque fois, on met en avant, on essaie de mettre en avant, grâce à Fanny qui est dans la pièce, tout ce qu'on fait en fait. C'est assez visible quand on va sur votre site, effectivement, ça respire RSE, je pense. Et effectivement, vous prenez aussi pas mal la parole, médium, etc., sur ce qui peut être fait, les initiatives, et vous, votre point de vue, en fait. Oui, on essaie de développer le côté point de vue aussi et conviction. Et il y a eu un moment, en fait, bizarrement, pour une agence de com, on était assez discret, on est 80, enfin finalement, ça commence à être assez gros sur le marché parce qu'on est indépendant. Et du coup, en fait, il y avait un consultant externe qui était arrivé et qui nous a dit « mais vous n'êtes pas assez fiers de vous, de ce que vous faites, les cordonniers, les plumes à chaussée, vous ne parlez pas, etc. » Et c'est vrai que là, je me rends compte qu'avec le recul, tous ces sujets de RSE ont ramené vachement de fierté et maintenant, on n'a plus trop de mal à prendre la parole, à communiquer et on est fiers parce qu'il y a ces sujets qui sont porteurs de sens. Et donc, plutôt que de dire « j'ai fait un super logo, j'ai fait une super campagne de vente de boissons gazeuses », qu'on fait aussi. J'ai contribué plutôt à aider une boîte comme Singa ou la création d'Article 1 qui est une association d'aide à l'insertion des jeunes dans l'emploi qui est super aussi. C'est vraiment vecteur de fierté, sentiment d'appartenance, ça fait vraiment vivre un collectif, quoi. Chez Marcel, par quoi ça s'est traduit, toutes ces actions? Quelle communication autour de ça? Je crois que vous avez fait pas mal de choses, vous avez formalisé un peu tous ces engagements sur votre site. Alors oui, évidemment, on utilise nos médias traditionnels, web, réseaux sociaux, pour mettre en avant un petit peu les actions qu'on réalise. Oui, on s'en va aussi vers la réalisation d'un bilan RSE, parce que c'est quand même important, parce que en fait, la preuve
est un peu importante, parce que c'est un peu ce qui distingue justement ce qu'on appellerait entre guillemets greenwashing de l'action réelle, c'est-à-dire qu'à un moment, et là je reviens sur les RH, quand on attire des collaborateurs et qu'on leur dit qu'on est RSE, ça ne suffit pas en fait. Il faut montrer, il faut prouver, et il faut dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on a réalisé, voilà ce qu'on veut encore réaliser, voilà quel est l'impact réel de nos actions, et donc ça doit s'accompagner par ça. On va aussi dans des questions de labellisation. Je pense que c'est important qu'on ne se regarde pas le nombril et qu'il y a un moment, il y a des gens qui soient à l'extérieur de notre société et qui puissent nous dire oui, vous allez dans la bonne direction, ou qu'on s'engage auprès de personnes qui sont vraiment spécialistes du sujet et qui nous challengent, et on sera aussi challengé par nos collaborateurs, et on l'est encore, ça peut nous arriver. On a encore des doutes d'ailleurs en interne, en disant oui, mais bon, c'est bien, vous donnez une image, mais concrètement, il faut quand même aller plus loin. Voilà. Et du coup, le fait d'être challengé, ça devient aussi ça devient un réflexe. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de communiquer, parce que la sensibilisation est témoignée, là, ce soir, par exemple, je ne sais pas, si on peut témoigner que ces actions sont bénéfiques à la fois pour la vie de la société, pas forcément extrêmement compliquées à mettre en place, hein, on n'est pas en train de se tordre en quatre pour faire ces choses-là. Si ça peut amener toutes les autres sociétés à faire la même démarche, on sera tous contents. Une dernière partie que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était le sujet de la RSE et de son impact sur la marque employeur. On a déjà commencé à en parler, mais pourquoi c'est un réel outil de marque employeur et qu'est-ce que ça a changé, peut-être plutôt toi, Aurélia, dans vos recrutements, le fait d'avoir pris ce virage RSE, est-ce que ça se ressent dans les candidatures que vous pouvez recevoir ? Oui, de plus en plus. On ne l'a pas du tout fait pour ça. En plus, là, on est plutôt sur une logique de maintien des effectifs que de croissance. Donc, on n'a pas d'énormes enjeux de recrutement, puisqu'on s'agrandit en s'entourant plutôt de personnes à l'extérieur. Mais maintenant, c'est clair que ça devient systématique à chaque fois qu'il y a une introduction. En général, on intéresse aussi pour ce sujet-là. Et c'est tant mieux, parce que nous, maintenant, c'est un mandatory aussi. Quand on recrute quelqu'un, il faut absolument qu'il ait un minimum de culture RSE, qu'il ne soit pas expert, il n'y a pas de problème, et puis c'est à nous de l'embarquer, mais qu'il soit sensible à ces sujets. On n'a pas trop de mal, hein. Franchement, tous les jeunes maintenant sont plutôt sensibles à ces sujets, quoi. Vous, Cyril, je crois que dans beaucoup de candidatures, vous ressentez... Aujourd'hui, c'est 98% des candidats qui manifestent cette appétence. Il se trouve qu'on a une société, en effet, d'un âge moyen qui est quand même relativement bas, puisque je crois que la moyenne d'âge est de 29 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune diplômé qui rentre sur le marché du travail et qui ne se pose pas la question de quel est l'impact de sa société, où est-ce qu'il va travailler, les valeurs, que ce soit environnementales, sociétales, et qui se sentirait bien dans une société qui va à l'encontre de ses propres valeurs. Donc évidemment, c'est un sujet de marque employeur, entre guillemets. C'est plus un sujet de fédérer un bon état d'esprit et se ressembler dans le projet d'entreprise sur lequel on adhère. Et sur la rétention des talents, ça joue aussi ? Alors oui, ça joue parce que ça challenge justement, parce que c'est un réflexe, et parce que, et là encore je reviens aussi sur l'aspect économique, je sais que ça peut paraître un peu je sais pas quoi, trivial, mais du coup c'est aussi un investissement parce que finalement des gens préféreront à salaire égal travailler pour une société qui a un impact positif, donc c'est encore assez bénéfique. Mais oui, le fait qu'on fédère des collaborateurs au-delà du métier et sur des valeurs et sur un engagement, ça va au-delà, je dirais, du travail pour une boîte, quoi, tout simplement. Et donc ça aide énormément à maintenir les collaborateurs motivés sur leurs propres actions. Aurélia, j'imagine que tu le rejoins là-dessus. Déjà, tu en es l'exemple, parce que ça fait plus de 10 ans que tu es dans ta boîte. Nous, c'est un problème, on prend racine. Alors que normalement, dans une agence de milieu de la communication, tous les 2 ans, tu bouges. Et là, on devient vieux, on est tous parents, donc ça soulève d'autres enjeux RH aussi. Et donc, du coup, on ramène encore une fois l'énergie et l'inspiration par l'extérieur. Mais oui, ça, c'est sûr que ça fidélise. Parce que quand tu t'y sens bien, que tu as des challenges, mais aussi que tu es reconnu à ta juste valeur, etc., c'est quelque chose où ça te donne un projet dans lequel tu t'impliques et tu t'investis vraiment à moyen
Et pour finir, une dernière question, c'est quoi les points sur lesquels vous êtes un peu moins bon et du coup les next steps pour vous en matière de RSE? C'est toujours d'approfondir encore plus notre capacité à créer un impact positif. Enfin, on fait de la com, hein, donc on fait des logos, on fait des sites internet. Donc, je dis ça avec un haussement de sourcils. Oui, malheureusement, quelque part, malheureusement, on n'est pas sur l'innovation de nouvelles mobilités ou de choses très concrètes. Donc on a besoin d'essayer de se challenger toujours plus avec nos outils, que j'adore, parce que c'est l'histoire, c'est raconter. Enfin, quand on parlait de sens, il faut savoir le raconter, le mettre en scène. On est dans un beau lieu, ici par exemple ce soir, et c'est important pour nous en tant qu'humains. Donc je ne dis pas qu'on est superficiel, mais on n'est pas sur le cœur de l'impact. Et donc nous, en fait, c'est notre enjeu, c'est d'aller toujours plus chercher les marques et les entreprises sur l'innovation, en fait, et de remonter vraiment sur les produits et services qu'elles vont proposer demain aux consommateurs. Donc c'est de nous monter en compétences en interne, de nous entourer toujours de ce genre de personnes. Et du coup, ça passe par aussi l'organisation d'un événement qui aura lieu au mois d'avril, qui s'appelle Sustainable Brands, et qui sera un gros moment, je pense, normalement pour l'Europe. Hein. C'est l'objectif, de réunir tous les acteurs de l'innovation et du marketing et du développement durable pour essayer d'accélérer le changement vers le consommateur, en fait, pour lui proposer des offres plus vertueuses. Cyril, chez vous? Nous, on a deux axes qui nous tiennent à cœur pour aller plus loin, toujours sur les chauffeurs. Et, comment on prépare le lendemain, parce que en fait, à plus long terme, on s'inscrit dans des programmes de mobilité autonome. Et donc, il y a tout ce qui est, je dirais, intégration de ces chauffeurs dans notre écosystème de collaborateurs. Comment on les permet d'accéder à un travail un peu plus stable, on va dire, dans la durée. Donc ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et l'autre sujet qui nous tient à cœur beaucoup, et qui est un peu cohérent avec notre métier, c'est le handicap, en fait. Donc on a envie d'aller plus loin dans la sensibilisation au handicap, l'intégration de personnes en situation de handicap et améliorer la mobilité des personnes en situation de handicap. Donc là, pour l'instant, on est dans une phase de sensibilisation. On a soutenu l'association J'accède, qui a mis des collaborateurs en vraie situation de handicap pour, au travers d'une application, aller identifier des lieux publics beaucoup plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Demain, on va faire des programmes de formation et de sensibilisation, intégrer, si possible, des personnes en situation de handicap. Pourquoi pas créer une gamme de véhicules aussi. On est aussi déjà partenaire de plusieurs missions handicap de sociétés, de grandes sociétés, parce qu'on a un service qui permet de faire un peu de sur-mesure et d'accompagner les collaborateurs de certaines entreprises dans cette situation. Et voilà. Et en fait, on est une jeune société, on est très privilégiés, nous, on est beaucoup de gens qui vont bien, qui sont en très bonne santé, donc on fait des bonnes études, qui vont pouvoir s'épanouir, se développer dans la société. C'est bien aussi de se rappeler que tout le monde n'a pas cette chance et que voilà, on gagnera aussi à ne pas oublier les autres, quoi. Merci à tous et je vous invite à rester avec nous prendre un verre.